Savez-vous que seuls 16% des employés se disent impliqués dans leur travail? C'est le résultat d'un sondage qui est paru l'année passée en Allemagne. La question était simple. Êtes-vous impliqué, pas impliqué ou activement pas impliqué dans votre travail? Et à cette question, seuls 16% des gens répondent qu'ils sont impliqués dans leur travail. C'est un peu comme si seuls les deux premiers rangs ici écoutaient. Et pourtant, on passe plus de temps au travail qu'avec nos amis, qu'en famille, même qu'à dormir. On peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement faux dans notre façon de vivre la vie en entreprise. Moi, j'ai la chance de faire partie de ces 16%, et c'est notamment parce que chez LIP, on n'a pas de chef, zéro, aucun. On est une entreprise self-managed, auto-gérée. Non, on n'est pas communiste, on ne gagne pas tous le même salaire, on ne fait pas tous la même chose, on n'a juste pas de chef. Et en fait, on n'est pas non plus 10 dans une cave, on est quand même 140 sur 5 sites, pas en Suisse romande, mais en Suisse. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de self-management, c'était au début d'année passée, à notre conférence annuelle, quand Shregu, un des fondateurs de l'entreprise, a fait un talk qui s'appelait « Let's get rid of management ». Débarrassons-nous du management. Franchement, c'était un talk parmi d'autres, donc c'est une conférence une conférence interne. Au début, il n'y avait que quelques personnes qui écoutaient, après, il y en avait de plus en plus. Finalement, il y a presque toute l'entreprise qui était là. Et je me rappelle très bien que je me suis dit, mais c'est vrai ce qu'il dit là, ou qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Et il a continué son talk, il a expliqué un petit peu ce que c'était que le self-management. Mais imaginez-vous, vous êtes là dans une salle et il y a le boss de la boîte qui dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas enlever toute cette structure hiérarchique qu'on a? Évidemment, ça fait un peu bizarre. La structure qu'on avait à ce moment-là, chez LIP, c'était ça. Donc on avait le management, 6 personnes sur 100. Donc c'était déjà une structure relativement plate, même très plate. Le management s'occupait surtout de choses très high level, comme les salaires, les entretiens annuels, la vision de l'entreprise. Et tout le reste de l'entreprise était organisé en teams cross-fonctionnelles. On dit team cross-fonctionnelles parce qu'en fait, elles intègrent tous les corps de métier nécessaires pour faire un projet. Donc, on a autant un vendeur, des développeurs, un UXer, un designer. Tous ces gens, ça forme une petite équipe qui devient autonome et indépendante. On était vraiment indépendants parce qu'on pouvait prendre les décisions qu'on voulait. On reste une entreprise de service, donc évidemment, on est au service du client. Mais en fait, on pouvait, au-delà de ça, du moment qu'on avait pas des comptes équilibrés, mais disons qu'on avait des résultats équilibrés, on pouvait vraiment prendre les décisions qu'on voulait. C'était des petites équipes, donc une dizaine de personnes, on se connaissait bien, on s'entraidait beaucoup. Et je pense que ces équipes cross-fonctionnelles, ça a été notre premier pas vers le self-management. L'idée du talk de Shregu, c'est qu'on pouvait peut-être aller encore plus loin dans cette direction. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas à toute l'entreprise ce qu'on avait fait avec les teams, en fait? C'est vrai qu'à ce moment-là, ce management, ces 6 personnes, ça commençait à devenir un petit peu un goulot d'étranglement. On avait évidemment, par exemple pour des choses comme les entretiens annuels ou les salaires, c'est clair que 6 personnes sur 50, ça va bien. 6 personnes sur 100, ça commence à devenir un petit peu limite, et l'entreprise continue à grandir, donc ça devenait de plus en plus difficile. On avait aussi d'autres rôles, enfin, ça ne s'appelait pas encore rôle à l'époque, mais d'autres postes comme marketing ou communication ou administration, qui ne faisaient pas partie ni des teams ni du management, et qui commençaient à se sentir un petit peu perdus dans cette structure d'entreprise. Donc on sentait bien qu'on avait besoin de se structurer, mais en même temps, on ne voulait pas perdre ce qui avait fait notre force jusque-là, c'est-à-dire l'autonomie, la possibilité de faire des propositions à tous les niveaux, tout le temps.
Après le talk de Shregu, j'ai commencé à m'intéresser au self-management, et notamment à la lecture de la Bible du self-management, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Et j'ai remarqué à quel point on partageait en fait des valeurs avec ces entreprises. La transparence, l'autorité partagée. Et il y a aussi cette chose assez importante, c'est le wholeness. C'est le fait de pouvoir être soi-même en entreprise, autant en entreprise qu'en dehors d'entreprise, et pas devoir mettre un masque pour venir au travail. Bon, tout ça, c'est très joli sur le papier, mais moi, je suis comme vous. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, OK, c'est bien, mais on a une entreprise qui marche bien, on a des clients qui sont contents, on a des employés qui sont contents. Est-ce qu'on n'est pas un peu fou de vouloir tout changer? Et une partie de la réponse est probablement oui, mais en même temps, on sait que c'est quand les choses vont bien qu'il faut les faire évoluer. Et après ce talk, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de peur aussi, évidemment. Finalement, on s'est décidé à faire un test grandeur nature de Holacracy. Holacracy, c'est une des implémentations très concrètes du self-management. Le self-management, c'est plutôt un concept, des préceptes, et Holacracy, c'est vraiment quelque chose de très concret. Aujourd'hui, la structure d'entreprise, ça donne plutôt ça. Donc le credo de Holacracy, c'est « Organize the work, not the people ». Organiser le travail et pas les relations entre les gens. On va donc partager le travail à faire et on va créer des rôles pour faire ce travail. Chaque rôle sera défini par sa raison d'être, pourquoi est-ce qu'on a créé ce rôle, pourquoi est-ce qu'il existe, et ses redevabilités, accountabilities en anglais, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rôle. Ce qui est fondamental, puis là on voit qu'il y a aussi donc, il y a des rôles et puis des cercles. Une fois que plusieurs cercles ont beaucoup de communication entre eux, beaucoup de choses à faire entre elles, on en forme en fait un cercle. Ce qui est complètement différent entre un rôle ici et un poste normal dans une structure hiérarchique, c'est que le rôle peut faire ce qu'il veut pour atteindre sa raison d'être. Donc il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Il n'a pas de chef, il n'y a pas une ligne de commande qui lui dit quoi faire, et lui-même ne commande rien d'autre. Cette idée de ne pas avoir de chef, ça paraît un peu dingue quand on est habitué au système hiérarchique, mais en même temps, en fait, dans la vie réelle, en dehors de l'entreprise, on n'a jamais de chef. Et pourtant, on arrive très bien à s'en sortir, même dans des situations relativement complexes. Pourquoi est-ce que dès qu'on est en entreprise, on devrait avoir un chef ? Ce qui est intéressant avec Holacracy, c'est qu'on sépare le rôle de la personne. Donc, moi, par exemple, en ce moment, j'ai une dizaine de rôles dans l'entreprise. J'ai autant des rôles qui sont très orientés projet. Par exemple, je suis Scrum Master dans une des équipes, que des rôles qui sont plus orientés, on pourrait dire RH, genre Holacracy Helper pour aider à l'implémentation de Holacracy, ou People Development pour le développement des collaborateurs. Dans une structure classique, je serais obligé de choisir entre être d'un côté ou de l'autre. Je ne pourrais pas être des deux côtés à la fois. Donc, par exemple, RH ou dans un truc plus business, projet. Là, j'ai vraiment la possibilité d'utiliser tout mon potentiel, tout ce que je peux donner à l'entreprise à tous les niveaux. Le fait qu'on sépare aussi le rôle de l'entreprise, ça coupe beaucoup des problèmes humains qu'on trouve souvent dans les systèmes hiérarchiques. L'ego, la frustration, tous les systèmes politiques qu'on voit dans le système hiérarchique. Là, on a vu qu'il n'y a plus cette possibilité d'échelon à grimper. On va devoir se réinventer, réimaginer ce qu'on veut vraiment faire en fait, dans l'entreprise. On ne peut plus juste dire « Ah oui, ma prochaine étape, ce sera d'avoir ce galon, là, ce prochain échelon. » On ne veut plus prendre la place du chef parce qu'il n'y a pas de chef. Chaque rôle devient aussi un capteur. Donc, un capteur de tension, un capteur d'opportunité. Par exemple, si je suis, admettons que je sois vendeur dans ce cercle-là qui représente ma team, ce qu'on appelait avant une team, et que je vois qu'on fait des projets super,
mais en fait, que les gens ne nous connaissent pas, on n'en parle pas assez. Au prochain meeting de gouvernance, c'est un meeting qu'on a toutes les 3 semaines sur lequel on essaye de réfléchir à la structure de notre cercle. Je vais pouvoir proposer, par exemple, de faire un nouveau rôle qui va s'appeler communication. Ce rôle, je vais lui donner une raison d'être, de faire le buzz autour de nos projets, et le rôle sera créé. Donc on voit qu'on est dans une structure qui est complètement dynamique, on ne peut plus l'afficher à l'entrée de l'entreprise parce que ça change tout le temps. Et ça, ce que je viens de vous décrire, ça se passe dans tous les cercles. Là, évidemment, le schéma est très simplifié. Il y a beaucoup plus de cercles dans la réalité. Et ce meeting de gouvernance qui permet de réfléchir se passe dans tous les cercles. On a aussi vu que je n'ai pas fait une proposition générique. Je n'ai pas essayé de trouver une solution pour toute l'entreprise. J'ai vraiment j'ai ressenti une tension et j'ai essayé d'en faire quelque chose. J'ai fait une proposition et voilà, maintenant, on a ce rôle de communication qui a été créé. Ça m'amène à un autre point important. Dans Holacracy, on ne cherche pas jamais le consensus. Donc, on ressent quelque chose, on va faire une proposition dans le cadre de meeting de gouvernance de mon cercle, et là, les autres rôles vont pouvoir me poser des questions, et ensuite, ils vont pouvoir donner leur avis l'un après l'autre. J'aurai ensuite la possibilité de choisir ce que je veux faire avec leur avis, si je veux changer ma proposition ou pas. Mais, et je continue avec ma proposition, j'ai vraiment envie d'avoir ce rôle de communication. Et maintenant, les gens vont pouvoir faire des objections. Mais ils vont devoir prouver qu'en fait, cette proposition peut nuire à l'entreprise ou que ça peut nous ramener en arrière, comme on dit. Donc, ce qui est vraiment différent par rapport à un système habituel, c'est qu'on ne va pas tester la proposition, on ne va pas se demander si c'est une bonne idée de faire ça ou pas, mais on va tester l'objection. Et donc, on coupe complètement cette espèce de fausse dynamique qu'on a en général, où les gens commencent à dire « oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Non, là, je ressens quelque chose, je fais une proposition, c'est une bonne idée. Par contre, est-ce que toi, tu es sûr que ton objection, elle est valable et que ça fait vraiment du tort pour l'entreprise ou pas ? La dynamique donc, est complètement inversée et on arrive vers quelque chose de nouveau, de très dynamique. Je vous propose un petit test. Alors, on a créé ce rôle de communication. Donc, c'est qui son chef? Est-ce que c'est moi qui suis le plus vieux du cercle, de ce cercle-là? Ou est-ce que c'est le responsable marketing pour tout ce qui est marketing de l'entreprise? 1, 2, 3. Il n'y a pas de chef. Bravo. Merci à celui qui a soufflé. Effectivement, il n'y a pas de chef. Donc, j'ai un rôle et je vais faire ce que je veux pour y arriver. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je décide, en tant que communication, on va dire que c'est monsieur qui a pris le rôle, il décide de dépenser 500 francs en AdWords, parce que pour faire le buzz autour de nos projets, il faut acheter des AdWords. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Bon, dans Holacracy, il y a un truc un peu spécial avec l'argent, parce qu'évidemment, c'est américain, les gens ils ont toujours un petit peu peur de l'argent, mais chez nous, on a fait une règle, ça s'appelle une policy, qui dit que chaque rôle peut dépenser ce qu'il veut dans le cadre de son rôle, justement, de sa raison d'être. Bravo, test passé. Franchement, pour moi, le changement à Holacracy a été vraiment bénéfique. Mais je suis toujours un peu étonné qu'on ait osé faire ce pas. J'ai été demandé aux ex-membres du management ce qui les avait convaincus d'aller plus loin. On voit déjà la réponse de Gerhard, un des fondateurs de l'entreprise aussi, Gerhou pour les intimes. Je vous laisse une minute pour la lire. Maintenant, je vous laisse une minute pour la lire. Donc, il y a deux choses que j'aime bien dans cette réponse. La première, c'est que dans le self-management, ce n'est pas l'empowerment. Dans l'empowerment, il y a cette idée qu'on a de l'autorité et qu'on la distribue, on va donner de l'autorité. On est dans une relation très parent-enfant. On a envie que nos enfants fassent au mieux, mais c'est quand même nous qui avons l'autorité de choisir. Dans le self-management, on ne reçoit pas l'autorité,
on l'a. Et puis il y a l'autre partie, c'est vrai que pour plusieurs managers, ça a été en fait un soulagement de pouvoir refaire ce qu'ils aimaient faire vraiment, ce pourquoi ils avaient créé l'entreprise, plutôt que de devoir faire du management, ce qu'ils avaient été amenés à faire avec le temps. On voit maintenant la réponse de Lucas, un autre ex-membre du management. Encore une minute. Celle-là aussi, elle me plaît parce que c'est vrai. Donc, on est passé d'abord au team cross-fonctionnel, puis à l'Acracy. Et on voit que les gens sont plus impliqués, sont plus motivés, et donc ça améliore nos résultats. Et ils sont, en fait, in fine, plus contents aussi. Évidemment, vu qu'on enlève toutes les barrières, ça va booster l'innovation. Et ça permet aussi d'autres initiatives, comme moi, par exemple, en ce moment, je participe à la refonte de notre politique salariale avec d'autres personnes dans l'entreprise. C'est quelque chose que je n'aurais pas forcément pu faire avant. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des rôles bien définis, dans un but commun. Je communique beaucoup plus avec les différents bureaux, différents rôles qu'avant, en toute transparence, partout, tout le temps. Et j'ai la chance de pouvoir être moi-même du lever au coucher, en passant par ma vie en entreprise. En général, quand je parle de l'Acracy, on me dit ouais, ça a l'air très bien ton truc, franchement, cool, mais en fait, le système hiérarchique, ça marche très bien aussi. Et c'est vrai que le système hiérarchique, ça marche bien. Il y a plein de choses fantastiques qui ont été créées grâce au système hiérarchique. Mais on fait quoi avec ces 84% de gens qui s'ennuient? Je me rends bien compte qu'on ne va pas tous passer demain au self-management ou à l'Acracy. Je nous le souhaite, hein, mais j'ai l'impression que si on pouvait utiliser un peu plus souvent certains de ces préceptes et de ces concepts, on serait juste tous un peu plus heureux. Merci.